Sous la pluie battante, les tambours de guerre résonnaient dans Séoul, une ville déchirée par une guerre civile fictive qui opposait le nord traditionnaliste au sud progressiste. Min-ji, trempé jusqu'aux os, courait à travers les ruelles sombres, son cœur battant à tout rompre, poursuivi par des ombres sans visage. Elle n'avait qu'une pensée, survivre pour la revoir, même si elle me hait. Min-ji, 25 ans, était une orpheline élevée dans un temple bouddhiste des montagnes de Gangwon, loin des tumultes de la capitale. Ses journées étaient rythmées par la prière et le silence, jusqu'au jour où la guerre avait atteint son refuge. Capturée par les forces du Nord, elle fut emmenée à Séoul, non pas comme prisonnière ordinaire, mais comme un pion dans un jeu politique cruel. Son destin bascula lorsqu'elle fut offerte comme concubine à la générale Park Seo-jin, la stratège impitoyable qui menait les armées du Nord avec une main de fer. Seo-jin, 35 ans, était une légende vivante, crainte pour sa froideur et son génie militaire, mais Min-ji voyait en elle une âme brisée, un mystère qu'elle brûlait de comprendre. Dans le palais de Gyeongbokgung, transformé en quartier général, Min-ji fut conduite dans une salle aux murs ornés de soie rouge et d'or. La générale se tenait là, droite, son uniforme noir contrastant avec la pâleur de son visage. Ses yeux, perçants comme des lames, transpercèrent Min-ji. « Tu es la nouvelle offrande, dit-elle d'une voix glaciale, une espionne du Sud, sans doute. » Min-ji baissa les yeux, son cœur serré. Elle n'était pas une espionne, mais une femme qui, des années auparavant, avait croisé Seo-jin dans un village reculé. À l'époque, Seo-jin n'était qu'une lieutenante, et Min-ji, une adolescente, avait été fascinée par sa force et son charisme. Cet amour secret, nourri dans l'ombre, était son fardeau. Les premiers jours au palais furent un calvaire. Min-ji, bien que concubine, était traitée comme une servante, soumise aux caprices des officiers et au regard méprisant de Seo-jin. Pourtant, elle observait la générale en silence, notant chaque détail. La manière dont ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle lisait des rapports, ou le soupir qu'elle laissait échapper quand elle pensait être seule. Min-ji savait que derrière cette façade de fer se cachait une femme hantée par la guerre et ses sacrifices. Un soir, alors que Min-ji apportait du thé dans les appartements de Seo-jin, elle surprit une conversation. « Nous devons frapper le Sud maintenant, avant qu'il ne se renforce », déclara un officier. Seo-jin, immobile, fixait une carte. « Et si nous perdons tout ?» murmura-t-elle, presque pour elle-même. Min-ji, caché dans l'ombre, sentit son cœur se serrer. Cette femme, qu'elle aimait en secret, portait le poids d'une nation. Elle voulait l'aider, mais comment? Elle n'était qu'une captive, une ombre dans ce palais. Les jours devinrent semaines. Min-ji, malgré sa position, trouva des moyens de se rendre utile. Elle apprit à déchiffrer les codes des messages interceptés, utilisant les enseignements du temple pour repérer des schémas. Un soir, elle glissa un parchemin sous la porte de Seo-jin, révélant une faille dans les défenses ennemies. Elle signa simplement « une ombre ». Seo-jin, intriguée, commença à prêter attention à cette concubine silencieuse. Qui était-elle vraiment? Une alliée ou une menace? La tension entre elles grandissait, mêlée de méfiance et d'une attirance inexplicable. Lors d'une nuit d'orage, alors que les éclairs illuminaient le palais, Seo-jin convoqua Min-ji. « Pourquoi fais-tu cela » demanda-t-elle, son ton oscillant entre colère et curiosité. Min-ji, tremblante, répondit « Parce que je crois en vous ». Ces mots, simples mais lourds, firent vaciller Seo-jin. Pour la première fois, elle regarda Min-ji non comme une captive, mais comme une femme. Leurs échanges devinrent plus fréquents, bien que prudents. Min-ji partageait des bribes de son passé, évoquant le temple et sa solitude. Seo-jin, elle, restait murée, mais ses silences parlaient. Min-ji apprit que Seo-jin avait perdu sa sœur dans la guerre, une blessure qui expliquait sa froideur. Pourtant, chaque regard échangé, chaque mot murmuré, tissait un lien fragile entre elles. Min-ji rêvait d'un monde où elle pourrait être autre chose qu'ennemie, mais la guerre et les traditions coréennes, où l'amour entre femmes était tabou, rendaient cet espoir impossible. Un jour, un complot fut découvert. Des officiers du Nord, jaloux du pouvoir de Seo-jin, planifiaient son assassinat. Min-ji, en entendant une conversation secrète, agit sans hésiter. Elle prévint Seo-jin, lui sauvant la vie.
En retour, Sojin, ému par cet acte, lui accorda une liberté relative dans le palais. Mais ce geste attisa les soupçons. Les rumeurs couraient. Minji était-elle une manipulatrice? Sojin, déchiré entre son devoir et ses sentiments naissants, ordonna à Minji de rester à ses côtés, sous surveillance. « Je ne peux pas te faire confiance, » dit-elle, mais ses yeux trahissaient une autre vérité. À la fin de cette première partie, Minji se tenait dans les jardins du palais, sous les cerisiers en fleurs, regardant Sojin s'éloigner. La guerre grondait au loin, mais une autre bataille, celle de leur cœur, venait de commencer. Minji murmura dans le vent, « Je t'aime, même si tu me hais. » Les nuits au palais étaient devenues un théâtre d'ombre et de murmures. Minji, désormais sous l'œil vigilant de Sojin, oscillait entre espoir et désespoir. Chaque pas qu'elle faisait dans ce monde de pouvoir et de trahison semblait la rapprocher de Sojin, tout en creusant un fossé plus profond entre elles. Sojin, malgré ses doutes, commençait à s'appuyer sur Minji. Les informations qu'elle fournissait, toujours signées une ombre, s'avéraient cruciales. Une nuit, alors que Minji décodait un message intercepté, elle découvrit un plan du Sud pour attaquer un avant-poste clé du Nord. Elle courut avertir Sojin, bravant les gardes et les regards hostiles. « Général, ils frapperont à l'aube, » dit-elle, essoufflée, tendant le parchemin. Sojin, surprise par son audace, lut le message. Pour la première fois, un sourire fugace traversa son visage. « Tu es pleine de surprises, » murmura-t-elle. Ce moment marqua un tournant. Sojin invita Minji à participer à des réunions stratégiques, bien que toujours en tant que concubine, un titre qui pesait lourd sur son cœur. Les officiers, méfiants, critiquaient cette décision, mais Sojin imposait son autorité. Minji, elle, savourait chaque instant passé près de la générale, même si leurs échanges restaient formels. Elle remarquait les détails, la façon dont Sojin fronçait les sourcils en étudiant une carte, ou comment elle évitait son regard lorsqu'elles étaient seules. Un soir, lors d'une rare pause dans les combats, Sojin emmena Minji sur les remparts du palais. Sous un ciel étoilé, elle lui parla de sa sœur, Ayun, une soldate morte dans une embuscade. Elle croyait en un monde meilleur, dit Sojin, la voix brisée. Minji, touché, osa poser sa main sur celle de Sojin. La générale se raidit, mais ne se dégagea pas. Ce contact, aussi bref fut-il, électrisa Minji. Elle voulait dire la vérité, avouer son amour, mais la peur la retint. La guerre, cependant, ne leur laissait aucun répit. Une attaque surprise du sud força Sojin à partir pour le front. Avant de quitter le palais, elle confia à Minji une tâche, protéger un coffre contenant des documents secrets. « Si je ne reviens pas, brûle-les », ordonna-t-elle. Minji hocha la tête, mais son cœur criait « Reviens, je t'en supplie ». Pendant l'absence de Sojin, Minji découvrit que le coffre contenait plus que des plans militaires. Il renfermait des lettres, écrites par Sojin à sa sœur, pleines de regrets et de rêves brisés. L'une d'elles mentionnait une jeune fille rencontrée des années plus tôt, une fille qui l'avait marquée par sa douceur. Minji, bouleversé, réalisa que Sojin parlait d'elle, de leur rencontre fugitive dans ce village. Elle pleura, tenant la lettre contre son cœur, partagée entre joie et douleur. Mais le danger rôdait. Un officier corrompu, le colonel Kang, soupçonnait Minji d'être une traîtresse. Il la fit enfermer dans une cellule, accusant d'espionnage. Seule dans l'obscurité, Minji pensa à Sojin. Elle griffonna un message sur un morceau de tissu, espérant qu'il y parviendrait « Je ne suis pas ton ennemi. Je t'aime ». Elle le confia à une servante fidèle, priant pour un miracle. Sojin revint victorieuse, mais apprit l'emprisonnement de Minji. Furieuse, elle confronta Kang. « Elle m'a sauvé la vie », cria-t-elle, « et vous osez l'accuser. » Kang, humilié, jura de se venger. Sojin libéra Minji, mais la tension entre elles restait palpable. « Pourquoi risques-tu tout pour moi ?» demanda Sojin, troublé. Minji, épuisé, murmura « Parce que je ne peux pas faire autrement. » Ce soir-là, dans les quartiers de Sojin, elles partagèrent un moment de vulnérabilité. Sojin avoua sa peur de perdre ce qu'elle aimait, tandis que Minji, tremblante,
lui tendit le tissu où elle avait écrit son aveu. Sojin le lut, et ses yeux s'écarquillèrent. « Depuis quand » demanda-t-elle, la voix rauque. Minji, incapable de mentir, répondit « Depuis toujours ». L'aveu de Minji suspendit le temps. Sojin, tenant le tissu froissé, resta silencieuse, ses yeux oscillant entre choc et incrédulité. Dans le silence oppressant du palais, Minji craignit d'avoir tout détruit. Sojin, déchirée, s'éloigna sans un mot. Les jours suivants, elle évita Minji, se plongeant dans les préparatifs d'une nouvelle offensive. Minji, blessé mais déterminé, continua de déchiffrer des messages pour aider le Nord, espérant prouver sa loyauté. Pourtant, chaque regard furtif de Sojin, chaque silence, était une lame dans son cœur. Le colonel Kang, toujours en quête de pouvoir, profita de cette tension. Il répandit des rumeurs sur Minji, l'accusant d'avoir ensorcelé la générale. Les officiers, déjà méfiants envers une concubine si influente, commencèrent à murmurer. Minji, consciente du danger, décida de confronter Kang. Dans une salle déserte, elle lui tint tête « Je ne suis pas une menace. Je veux protéger Sojin. » Kang ricana, menaçant de la faire exécuter. Pendant ce temps, Sojin luttait avec ses propres démons. L'aveu de Minji avait réveillé des sentiments qu'elle avait enfouis depuis la mort de sa sœur. En Corée, où les traditions pesaient lourd, un amour entre femmes était inconcevable, surtout pour une générale. Pourtant, elle ne pouvait nier la chaleur qu'elle ressentait en présence de Minji. Une nuit, incapable de dormir, elle relut les lettres de sa sœur, cherchant des réponses. Une phrase la frappa « Vis pour toi, Sojin, pas pour le devoir ». Un événement bouleversa tout. Une explosion secoue le palais, un attentat orchestré par Kang pour discréditer Sojin. Minji, près du lieu de l'explosion, fut blessé en protégeant une servante. Sojin, alertée, courut à son chevet. Voyant Minji, pâle et ensanglanté, elle sentit la peur l'envahir. « Ne meurs pas » murmura-t-elle, prenant sa main. Minji, à peine consciente, sourit faiblement « Je ne regrette rien ». Cet incident força Sojin à affronter ses sentiments. Elle ordonna une enquête sur Kang, découvrant ses liens avec des traîtres du Nord. Il fut arrêté, mais le mal était fait, la confiance des officiers en Sojin vacillait. Pour protéger Minji, elle la nomma officiellement conseillère, un rôle sans précédent pour une concubine. Ce geste, bien que stratégique, attisa les tensions. Les traditionalistes voyaient en Minji une menace à l'ordre établi. Minji, remise de ses blessures, se rapprocha de Sojin. Elles partagèrent des moments volés, des conversations sur leurs rêves et leurs peurs. Une nuit, sous un cerisier, Sojin murmura « Je ne sais pas comment t'aimer dans ce monde ». Minji, les larmes aux yeux, répondit « Alors, aimons-nous dans l'ombre ». Leur premier baiser, doux et désespéré, scella un pacte fragile. Mais la guerre ne leur laissait aucun répit. Une offensive du Sud menaçait Séoul. Sojin devait partir, et Minji insista pour l'accompagner, arguant que ses talents de déchiffreuse étaient vitaux. Contre son gré, Sojin accepta. Sur le champ de bataille, Minji prouva sa valeur, mais un espion du Sud reconnut son visage. Il révéla qu'elle était la fille d'un chef rebelle, une vérité que Minji elle-même ignorait. Cette révélation ébranla Sojin. Était-elle manipulée depuis le début ? La révélation de l'identité de Minji frappa Sojin comme un coup de poignard. Sur le champ de bataille, entourée de cris et de fumée, elle fixa Minji, cherchant la vérité dans ses yeux. « Qui es-tu vraiment » demanda-t-elle, la voix tremblante de colère et de douleur. Minji, abasourdie, jura qu'elle ignorait tout de son passé. Élevée au temple, elle n'avait aucun souvenir de ses parents. Mais les doutes de Sojin creusaient un fossé entre elles. Elle ordonna à Minji de retourner au palais, sous escorte, comme une prisonnière. Le trajet fut un supplice pour Minji, qui voyait son amour s'effondrer sous le poids de la méfiance. De retour à Gyeongbokgung, Minji fut confinée dans ses quartiers. Elle passa ses journées à fouiller sa mémoire, cherchant des indices sur son passé. Une vieille nonne du temple, venue lui rendre visite, lui révéla une vérité partielle.
Sa mère, une rebelle du Sud, l'avait confiée au temple pour la protéger. Son père, un chef influent, avait été exécuté par le Nord. Minji, bouleversé, réalisa que son amour pour Sojin était un défi au destin. Pendant ce temps, Sojin, au front, remportait des victoires, mais son cœur était ailleurs. Elle relisait les lettres de Minji, cherchant des signes de trahison. Mais chaque mot respirait la sincérité. Une nuit, un messager lui apporta un carnet que Minji avait laissé pour elle. Il contenait des poèmes, des pensées intimes, tous dédiés à Sojin. « Je t'aime, même si je suis ton ennemi », écrivait-elle. Sojin, émue, commença à douter de ses propres soupçons. Le palais, cependant, était un nid de serpents. Les officiers, menés par un allié de Kang, complotaient pour destituer Sojin, utilisant l'origine de Minji comme prétexte. Ils envoyèrent un faux message à Sojin, prétendant que Minji avait avoué être une espionne. Sojin, déchirée, rentra à Séoul en urgence. Confrontant Minji, elle brandit le message. « Est-ce vrai » cria-t-elle. Minji, les larmes aux yeux, secoua la tête. « Je n'ai jamais voulu te faire du mal. » Sojin, épuisée par la guerre et les intrigues, céda à ses émotions. Elle serra Minji dans ses bras, murmurant « Je veux te croire ». Ce moment de réconciliation fut interrompu par une alerte. Les forces du Sud approchaient de Séoul. Sojin devait repartir, mais cette fois, elle refusa de laisser Minji derrière. « Tu viens avec moi », dit-elle, déterminée. Minji, émue, accepta, prête à tout pour prouver son amour. Sur le front, leur lien se renforça. Minji, en déchiffrant des messages, sauva une unité entière d'une embuscade. Sojin, impressionné, commença à lui faire confiance. Mais le danger persistait. Un soir, un assassin infiltré tenta de tuer Sojin. Minji, agissant par instinct, s'interposa et fut blessé. En la voyant tomber, Sojin hurla, son monde s'effondrant. Renaissance comme concubine de la générale ennemie. Elle me hait sans savoir que je l'aimais en secret. Minji, blessé, gisait dans une tente de campagne, son souffle faible mais régulier. Sojin, à ses côtés, refusait de quitter son chevet, ignorant les ordres de ses officiers. « Tu ne peux pas mourir », murmura-t-elle, ses mains serrant celles de Minji. Ce moment de vulnérabilité changea tout. Une fois Minji stabilisé, Sojin lança une enquête sur l'assassin. Elle découvrit qu'il était envoyé par les officiers dissidents du Nord, déterminés à la destituer. Furieuse, elle les fit arrêter, consolidant son pouvoir. Mais la guerre continuait, et la présence de Minji à ses côtés attirait l'attention. Les soldats chuchotaient, certains admirant son courage, d'autres la voyant comme une faiblesse pour la générale. Minji, en convalescence, insista pour aider. Elle proposa un plan audacieux, infiltrer un camp ennemi pour voler des plans stratégiques. Sojin, réticente, finit par accepter, impressionnée par sa détermination. Sous le couvert de la nuit, Minji, déguisée en messagère du Sud, pénétra le camp. Elle revint avec les documents, mais fut repérée. Une poursuite s'ensuivit, et Sojin, à la tête d'une unité, la sauva de justesse. Ce sauvetage marqua un tournant. De retour au camp, Sojin embrassa Minji devant ses soldats, bravant les conventions. « Je ne te perdrai plus », déclara-t-elle. Ce geste, bien que scandaleux, inspira certains soldats, fatigués des traditions oppressives. Mais il attisa aussi la colère des conservateurs. Minji, désormais acceptée comme conseillère officielle, travailla sans relâche pour aider Sojin. Ensemble, elles élaborèrent une stratégie pour négocier une trêve avec le Sud. Minji, grâce à ses origines, servit de médiatrice. Lors d'une rencontre tendue, elle convainquit un général du Sud de discuter. Mais les négociations échouèrent lorsque des extrémistes des deux côtés sabotèrent l'accord. Sojin, frustrée, se confia à Minji. « Je veux un monde où nous pouvons être ensemble », dit-elle. Minji, ému, promit de se battre pour ce rêve. Leur amour, bien que caché aux yeux du monde, devenait leur force. Mais une nouvelle menace surgit.
un espion révéla que Minji était recherché par le Sud pour trahison. Sojin, déterminé à la protéger, prépara un plan pour la mettre en sécurité. La menace pesant sur Minji força Sojin à agir vite. Elle organisa une mission secrète pour l'exfiltrer vers un lieu sûr, un temple reculé dans les montagnes de Jeju. Mais Minji refusa. « Je ne te quitterai pas », dit-elle, les yeux brillants de défi. Sojin, partagé entre l'amour et le devoir, céda. La guerre atteignit son paroxysme. Le Sud lança une offensive massive sur Séoul, et Sojin mena la défense. Minji, à ses côtés, déchiffrait les communications ennemies en temps réel, donnant un avantage crucial au Nord. Mais un traître dans leur rang transmit leur position. Une embuscade les piégea dans une vallée. Dans le chaos, Minji et Sojin combattirent côte à côte. Minji, bien que non entraîné, utilisa son intelligence pour détourner l'ennemi. Leur survie tint à un fil, mais elles s'en sortirent, renforçant leurs liens. De retour au palais, Sojin déclara publiquement que Minji était sa partenaire, défiant les traditions. Ce geste divisa ses alliés, mais galvanisa ceux qui croyaient en un changement. Les négociations avec le Sud reprirent, grâce à l'influence de Minji. Elle révéla son identité au général ennemi, plaidant pour la paix. Sa sincérité ébranla les deux camps. Une trêve fragile fut signée, mais les tensions persistaient. Minji et Sojin savaient que leur amour serait toujours un combat. Une nuit, sous les cerisiers, elles firent une promesse, construire un avenir où elles pourraient être libres. « Peu importe le monde, je t'aimerai », murmura Sojin. Minji, en larmes, répondit « Alors, battons-nous pour ce monde ». La trêve ne dura pas. Une faction extrémiste du Nord, opposée à Sojin, lança une attaque surprise, visant à détruire toute chance de paix. Le palais fut assiégé, et Minji et Sojin se retrouvèrent piégés. Dans la panique, elles se réfugièrent dans une salle secrète, où Sojin révéla un dernier secret, un plan pour unir les deux Corées sous une bannière de paix. Minji, inspiré, proposa de diffuser ce plan au peuple via des messages codés. Ensemble, elles travaillèrent jour et nuit, ralliant des alliés des deux camps. Leur amour, autrefois un fardeau, devint un symbole d'espoir. Lors d'une ultime bataille, Sojin fut blessé. Minji, refusant de l'abandonner, la porta hors du danger, prouvant sa loyauté au monde. La guerre s'acheva par un cessez-le-feu. Sojin, affaiblie mais vivante, abdiqua son titre pour vivre avec Minji. Elles s'installèrent dans un village reculé, loin des jugements. Leur amour, forgé dans le feu de la guerre, devint une légende. Des années plus tard, une nouvelle génération, inspirée par leur histoire, œuvra pour une Corée unie où l'amour n'avait plus de chaîne. Sous les cerisiers, Minji et Sojin, désormais âgés, se tenaient la main. « Nous avons gagné », murmura Minji. Sojin sourit, « Non, nous avons aimé ». Leur histoire, un chant d'espoir, résonna à travers les âges, prouvant que l'amour, même interdit, pouvait changer le monde.